Patrick Cohen. À la une ce matin, Paris compte ses sans-abri. 1700 bénévoles mobilisés toute la nuit pour trouver et recenser ceux qui dorment à la rue. Le gouvernement sur la défensive après la promesse zéro SDF d'Emmanuel Macron. À 8h15, l'homme chargé non pas de compter les SDF, mais de les héberger. Le ministre de la Cohésion des Territoires, Jacques Mézard, sera notre invité. Johnny Hallyday, un héritage à tiroir. Le clan Laetitia dévoile un testament américain jusqu'ici inconnu où le chanteur explique qu'il donne tout à sa femme parce qu'il a déjà beaucoup donné à ses grands-enfants pour leur asmettre. Communiqué tombé il y a un quart d'heure, la vérité des chiffres sera bientôt établie par la justice. Donald Trump, très embarrassé par la tuerie qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride, il promet de s'attaquer aux maladies mentales sans dire un mot sur la question des armes à feu. Les investisseurs étrangers bientôt empêchés de mettre la main sur les fleurons français en intelligence artificielle. Le gouvernement va étendre les secteurs protégés par le décret Montebourg. Révélation de Nicolas Barret des Échos. Dans ce journal, l'enquête sur la mort de Maëlys. Les experts vont maintenant tenter de comprendre dans quelles circonstances elle a été tuée. Le malaise Darmanin après une deuxième plainte visant le ministre. Nous irons dans sa ville de Tourcoing. Une 7e médaille française au JO d'hiver. De l'argent pour Julia Pereira en snowboard cross. Et puis la bonne santé du théâtre privé. 3 millions de spectateurs l'an dernier dans la 60aine de salles parisiennes. Ce sera l'enquête du 8h avec Thierry Geffrotin. Ils sont combien chaque nuit à dormir dehors sur un bout de trottoir? Personne ne sait vraiment. Il n'y a pas de recensement officiel des SDF. Les seuls chiffres existants sont ceux du nombre de gens qui appellent le 115 et n'obtiennent pas de solution. Ils sont une cinquantaine, avait dit le secrétaire d'État Julien de Normandie, entretenant confusion et polémique. Même le très pondéré Louis Gallois avait dénoncé des propos insupportables, une volonté de minorer le problème. Alors combien sont-ils? La mairie de Paris a mobilisé pour une nuit de la solidarité quelques 1700 bénévoles déployés par équipe de 4 ou 5. Pour Europe 1, Adrien Beck a suivi une de ces maraudes. Les 4 bénévoles ne portent sur leur manteau qu'un petit brassard phosphorescent siglé Nuit de la Solidarité. Plan détaillé du quartier dans une main et dans l'autre un questionnaire précis. Bonsoir, destiné aux sans-abri. Je m'appelle Rémi. Si vous êtes d'accord, j'aimerais bien vous poser quelques questions. Ça fait longtemps que vous êtes dans cette situation, que vous dormez dehors? 3-4 mois. Du coup, ce soir, vous allez dormir où? Je vais pas dormir, je vais me prendre une petite boisson, je vais marcher et voilà. Vous avez des ressources financières en ce moment, le RSA ou quelque chose? RSA à la base. Et à chaque rue, Anaïs fait une petite croix au stylo sur sa carte. Il faut pas qu'on compte les mêmes personnes 2 fois, il faut pas qu'on passe aux mêmes endroits 2 fois. Un peu plus loin, un homme s'éloigne au passage des maraudeurs. Il avait vraiment pas envie de nous parler en fait. Mais manifestement, il est avec un duvet sur les épaules, il rentre pas dormir chez lui quoi. Donc on va remplir juste la partie grisée. C'est un homme. Ouais. Les feuilles seront ensuite décortiquées par la mairie de Paris. Une première très utile pour Séverine. C'est un vrai comptage exhaustif, voilà, où on est sûr d'avoir compté la personne une seule fois, avec une vraie valeur statistique. Et ce soir, sur un rayon d'à peine 1 kilomètre, l'équipe de Séverine a recensé 7 sans-abri. Reportage d'Adrien Beck, on aura le chiffre sans doute dans la journée. D'après le SAMU social et les associations, 2 à 3 000 personnes dorment dans la rue chaque nuit en région parisienne. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire un peu plus pour eux et par exemple utiliser les très nombreux logements vides? Question pour le ministre Jacques Mézard, notre invité après ce journal. Un autre, dans la tourmente, c'est Gérald Darmanin. La 2e plainte qui le vise, cette fois pour abus de faiblesse, suscite trouble et malaise jusque dans les rangs du gouvernement, même si la position officielle a été réaffirmée par l'entourage d'Édouard Philippe. Pas de démission sans mise en examen. Trouble et malaise aussi dans la ville dont il a été le maire, Tourcoing, où s'est rendu Lionel Gougelot. Marie Tonnerre a dirigé 2 campagnes électorales de Gérald Darmanin, maire de Neuville-en-Ferrain, commune voisine de Tourcoing. Elle se dit atterrée par les accusations dont son ami intime, son confident même, dit-elle, fait désormais l'objet. On vit dans un monde de dingue. Aujourd'hui, tout le monde peut accuser tout le monde. Je ne le reconnais pas dans la description de l'homme qu'on en fait aujourd'hui. Moi, je l'ai côtoyé dans différents environnements et c'est quelqu'un qui a beaucoup d'humour, c'est quelqu'un qui plaisante beaucoup, mais qui plaisante avec les hommes, avec les femmes, et toujours très correct. Pourtant, peu avant la révélation de la première accusation de viol, le jeune ministre avait reconnu lui-même un humour de drague un peu lourdingue, des propos sexistes parfois déplacés. D'ailleurs, un ami politique confie son inquiétude. « Je connais le garçon, son rapport aux femmes, c'est son point faible. Pourvu, espère ce proche, qu'il n'y ait pas de traces écrites de ces échanges compromettants avec la jeune femme qui l'accuse aujourd'hui d'abus de faiblesse. » Au conseil municipal de Tourcoing, dont Gérald Darmanin est aujourd'hui le premier adjoint, un seul mot d'ordre, présomption d'innocence, en attendant la suite. Un élu d'opposition fait quand même remarquer la position bien inconfortable de ses collègues LR de la majorité, qui soutiennent ici leur premier adjoint.
alors qu'à Paris, leur parti réclame son départ du gouvernement. À Tourcoing, Lionel Gougelot, Europe 1. Carlos Ghosn, reconduit à la tête de Renault, le conseil d'administration lui confie un nouveau mandat, mais le PDG a dû accepter une diminution de 30% de son salaire et un nouveau numéro 2 a été nommé, Thierry Bolloré, jusqu'ici directeur délégué à la compétitivité. Air France va mieux, l'entreprise a été bénéficiaire en 2017, annonce ce matin son PDG, Jean-Marc Janaillac, qui était l'invité d'Europe 1 à 7h20, avec un bénéfice net d'1,5 million d'euros et près de 100 millions de passagers transportés l'an dernier, en hausse de 5,6%. L'économie ce matin, c'est aussi, on en parlait avec Axel de Tarlet, le dispositif anti-OPA étrangère qui va être renforcé. Nicolas Barré, Édouard Philippe va en faire l'annonce ce matin. Lors d'un déplacement chez L'Oréal, tout un symbole, car même si les shampoings et cosmétiques ne font pas officiellement partie des secteurs stratégiques, eh bien le message est clair, oui aux investissements étrangers, mais pas partout. Le décret Montebourg donnait déjà un droit de veto pour bloquer les rachats d'entreprises dans l'énergie, l'eau, les transports, les télécoms et la santé. Édouard Philippe annoncera tout à l'heure que ce droit de veto s'appliquera aussi à l'intelligence artificielle, aux données informatiques, aux nanotechnologies, au spatial et aux infrastructures financières. Et il se dote de nouvelles armes. Alors voilà, si un investisseur étranger ne respecte pas ses engagements en termes d'effectifs ou de promesses d'investissement, on pense naturellement à General Electric, Alstom, l'État pourra infliger des amendes, mais aussi suspendre les droits de vote de ces investisseurs étrangers dans les sociétés françaises. L'État envisage aussi de se doter de ce qu'on appelle une golden share, une action en or qui est comme un joker et qui lui permet de bloquer une décision, là encore, dans des secteurs stratégiques comme la défense. Le message d'Édouard Philippe, on est ouvert en France, mais pas naïf. Nicolas Barré, le directeur de la rédaction des Échos, merci. C'est aussi de l'économie, vu l'importance des sommes en jeu. L'affaire de l'héritage de Johnny Hallyday promet de devenir une histoire à rebondissement. 3 jours après la plainte de Laura Smet et de David Hallyday pour avoir été déshérités par leur père, l'entourage de Laetitia a fait fuiter un autre testament, inconnu jusqu'ici. Guillaume Bier, dans ce document américain daté de 2014, Johnny écrit explicitement qu'il veut tout laisser à Laetitia, après avoir déjà beaucoup donné à ses grands-enfants. Oui, un document de 4 pages daté du 11 juillet 2014, intitulé « Dernière volonté et testament de Jean-Philippe Smet ». À l'époque, le couple Hallyday est installé en Californie. C'est donc là-bas que Johnny aurait rédigé en anglais devant notaires et témoins ce qui semble être la 3e version de son testament. Et effectivement, il exclut de la succession ses 2 premiers enfants auxquels il a déjà fait des donations par le passé. Pour David, la moitié d'une vaste propriété dans le 16e arrondissement de Paris, soit 10 millions d'euros. Pour Laura, 2 appartements à Saint-Germain-des-Prés et une rente mensuelle de 5 000 euros perçue depuis 2004, ce qu'elle confirme ce matin dans un communiqué. Mais pour autant, tout ça ne change rien à leur démarche, car ils ne sont pas les seuls à avoir bénéficié d'une donation. Laetitia, par exemple, s'était vue accorder l'immense propriété de Marne-la-Coquette où Johnny s'est éteint, villa estimée à une 15aine de millions d'euros. On comprend donc que les dernières révélations sur le testament servent en quelque sorte les intérêts du camp de Laetitia Hallyday. Riposte de Laura Smet ce matin. La vérité des montages juridiques et la vérité des chiffres seront bientôt établies par la justice. Oui, c'est un communiqué publié juste avant 8h par Laura Smet. Merci à vous, Guillaume Biet du service police-justice d'Europe 1. En Savoie, toujours beaucoup d'émotions après la confirmation de la mort de la petite Maëlys. Les collègues de sa mère, qui est infirmière à l'hôpital de Pontarlier, ont décidé de se mobiliser pour elle. Un élan de solidarité qui a permis de lui offrir 572 jours de RTT. Romuald Vico de l'hôpital de Pontarlier. L'intégralité des dons d'heures s'élève à 4288 heures. Le résultat est impressionnant, mais bon, sachant que nos hospitaliers sont là pour soigner l'humain, c'est quelque part pas du tout surprenant que les collègues de la maman de Maëlys se sont tous mobilisés pour justement permettre à cette maman de rester auprès des siens concernant ce dossier. Oui. Romuald Vico de l'hôpital de Pontarlier. En Savoie, les recherches ont pris fin hier. La quasi-totalité de la dépouille de la petite fille a été retrouvée. Les enquêteurs vont maintenant pouvoir s'appuyer sur ces découvertes pour comprendre les circonstances de la mort de la fillette. Justin Morin. Après 6 mois passés dans la nature, il y a une forte probabilité pour que les os retrouvés soient dégradés. Mais malgré cela, les experts de l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie ont encore l'espoir de les faire parler. D'abord, les prélèvements effectués autour du corps vont permettre de dater la
la mort de la fillette. Une information nécessaire pour retracer le déroulé de cette nuit durant laquelle Maëlys a disparu. Le corps doit ensuite passer au scanner, technique pour déceler n'importe quelle trace. Puis il sera inspecté centimètre par centimètre pour tenter de déceler le moindre traumatisme. S'il y en a, les experts sont aussi capables de distinguer quel objet en est à l'origine. Cet examen doit prendre plusieurs semaines. À partir de là, ces données vont être très utiles aux enquêteurs pour préparer les nouvelles auditions de Nordal-Lelandais. Le procureur a indiqué qu'il sera entendu prochainement sans donner plus de précision. Pour l'instant, il a seulement expliqué avoir tué Maëlys involontairement. Maintenant que le corps a été retrouvé, il pourrait aller plus loin dans ses aveux, mais cette fois, sa version pourra être confrontée à la réalité scientifique. Europe 1, il est 8h10. Aux États-Unis, le déni de Donald Trump au lendemain de la tuerie qui a fait 17 morts dans un lycée de Floride. Dans un discours de 6 minutes, tout à l'heure, le président américain a promis de s'attaquer aux maladies mentales sans prononcer le mot arme à feu, un mot qui brûle pourtant les lèvres de beaucoup d'Américains. Le débat prend de l'ampleur dans le pays. Pourtant, il est possible de faire évoluer la législation et même très vite. Exemple, en Australie, ça a été le cas là-bas. 12 jours, c'est le temps qu'il a fallu, Pierre Herbulot, pour encadrer le port d'armes et les résultats sont là. Oui, l'électrochoc, ça a été ce 28 avril 96, Port Arthur, en Tasmanie. 35 personnes sont abattues de sang-froid au fusil automatique par un homme. Il détenait son arme légalement. Moins de 2 semaines plus tard, effectivement, l'Australie devient l'un des pays les plus fermes sur la détention d'armes à feu. Obligation d'avoir une licence, interdiction de posséder fusils à pompe et fusils automatiques. 1 million d'armes sont rachetées par l'État. Philippe Alpers, chercheur à l'Université de Sydney, dresse le bilan. Le risque de mourir par balle en Australie a chuté de plus de 50% du jour au lendemain. Ça a sauvé des centaines et des centaines de vies. Avant cette loi, 104 personnes avaient été abattues dans des tueries de masse en 11 ans. Depuis cette loi, en 21 ans, il n'y en a pas eu une seule. Est-il possible aux États-Unis de copier ce modèle australien ? Il va falloir regarder l'évolution des mentalités au lendemain de ce nouveau massacre. Seul levier, finalement, qui pourrait faire bouger Donald Trump. Pierre Herbulot, merci. Les JO avec une 7e médaille française. Julia Pereira de Souza a remporté l'argent en snowboard cross. À seulement 16 ans, elle devient la plus jeune médaillée du sport français aux Jeux d'hiver. Déception pour le skieur Blaise Giesendanner qui termine à 20 centièmes du podium du Super G, remporté par l'Autrichien Mayer. Si vous habitez à Marseille, Bordeaux, Lille ou Nantes, vous allez peut-être profiter de ces vacances, de ces congés scolaires de février pour venir voir une pièce à Paris avec plus de 300 spectacles par semaine et une très belle fréquentation. C'est l'enquête de 8h. Bonjour Thierry Geffrotin. Bonjour Patrick, bonjour à tous. On peut dire que les théâtres privés ne connaissent pas la crise. 2 chiffres parlent d'eux-mêmes. L'année dernière, les 64 salles parisiennes membres du syndicat national du théâtre privé ont accueilli, écoutez bien, plus de 3 millions de spectateurs. 64 théâtres, 3 millions de spectateurs. Première explication à cet engouement, la programmation. Il y en a vraiment pour tous les goûts, du pur classique, Molière, Marivaux, pas qu'à la Comédie Française donc. Des comédies plus récentes, Douce amère de Jean Poiret à l'affiche des Bouffes parisiens, ou Art de Yasmine Areza qui vient de reprendre au Théâtre Antoine. Le maître mot, c'est donc éclectisme, une diversité revendiquée par Francis Lombrail, l'un des 2 directeurs du Théâtre Hébertot. C'est pour ça que j'ai fait L'écart du pouvoir, c'est pour ça que j'ai fait 12 hommes en colère. Là, je vais faire Garde à vue bientôt. Voilà, on essaye de présenter des choses de très grande qualité, mais différentes. La programmation, bien sûr, mais il y a aussi les tarifs qui ont baissé. Ah oui, gros effort des théâtres privés, pas seulement pour les jeunes d'ailleurs. Le prix moyen d'une place, aujourd'hui, c'est 27 € contre 35 il y a 10 ans. C'est la conséquence de la montée en puissance des sites de billetterie en ligne. Des prix plus abordables, une programmation éclectique et des noms connus sur les affiches. Didier Bourdon, Valérie Carcinti, Jean-Luc Reichmann qui sont sur scène en ce moment. Alors c'est vrai, c'est un plus pour un public moins connaisseur mais qui les a vus au cinéma ou à la télévision. Donc des noms, oui, mais du métier il en faut aussi. C'est le cas de l'excellent Vincent De Dienne. L'humoriste triomphe actuellement dans Le jeu de l'amour et du hasard de Marivaux au théâtre de la Porte Saint-Martin. Vincent De Dienne qui n'a pas oublié comment il a découvert le théâtre. Je suis allé voir Philippe Noiret parce que je l'avais vu 4 jours avant sur TF1 dans Les Ripoux. Et je suis allé le voir dire Victor Hugo. Je suis allé voir Philippe Noiret et je suis rentré chez moi avec Victor Hugo. Vincent De Dienne qui a fait des études de théâtre à Saint-Étienne et en province justement, ça se passe comment Thierry ? Alors là le paysage théâtral est totalement différent. À Paris vous avez un mélange privé-public. En région pour l'essentiel il s'agit de salles subventionnées, de théâtre public. Donc le modèle économique n'est pas le même mais ne l'oublions pas, le théâtre privé n'est pas absent en région grâce aux tournées organisées avec les plus grands succès parisiens. Enquête signée Thierry Geffrotin pour Europe 1. Merci beaucoup Thierry. Europe 1.